à tous, merci de l'invitation récurrente à cette journée, donc, de l'association pour le syndrome de Marfan. Alors, ce qu'on m'a demandé cette fois-ci, c'est de vous faire une espèce de petit tour de piste de la façon dont c'est organisé, des modifications de l'organisation et éventuellement d'où on en était. Tout ça en un temps record, comme d'habitude. Donc voilà, vous verrez. Il y a des questions derrière si vous voulez. C'est assez limité. De toute façon, les projets de recherche, je crois qu'on en parle pas mal derrière. Donc on va parler un petit peu des dispositifs maladies rares qui comportent donc les centres de référence. Et vous savez qu'il y a eu des nouvelles labellisations qui ont eu lieu récemment. Et donc on va replacer un petit peu ces différents éléments dans leur contexte. Donc les centres de référence. Qu'est-ce que c'est que les centres de référence ? Donc quel est le rôle des centres de référence ? C'est de soigner les gens. Donc ça a été une grande avancée. Je pense que ça a été vraiment l'avancée majeure du plan maladies rares. Parce que ça a permis une concentration des patients. C'est-à-dire que les gens qu'on voyait rarement, parce qu'ils ont des pathologies rares, ont été vus plus fréquemment par un certain nombre de gens qui ont pu gagner en expertise, avoir des données en taille suffisante pour pouvoir en tirer des conclusions valides, permettre de mettre autour une organisation multidisciplinaire qui est un peu lourde et qu'on ne peut pas mettre en place comme ça quand on voit quelqu'un une fois de temps en temps. Permettre une articulation avec la recherche, je vais vous montrer, vous allez voir d'autres exemples au cours de la matinée, et de permettre, du fait de ces possibilités, une reconnaissance nationale et internationale avec des conséquences pratiques pour la prise en charge. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? La carte vous a déjà un petit peu été montrée, donc il y a des gens qui sont là depuis longtemps, hein, au milieu le centre de référence à Paris. À droite vous avez donc Strasbourg et Nancy, Strasbourg qui est nouveau, Nancy qui se réveille. Un tout petit peu plus bas vous avez donc Dijon qui est là depuis très longtemps, centre de compétences. Lyon, centre de compétences, un gros centre hein, qui voit beaucoup de patients. Marseille, qui a été transformé en centre de référence constitutif, puisqu'il y a maintenant les coordonnateurs et les constitutifs, donc c'est un centre de référence constitutif et non coordonnateur. Le coordonnateur reste en Paris. Toulouse, qui est aussi un centre de référence constitutif. Bordeaux, qui persiste. Nantes, qui apparaît. Rennes, qui est là depuis bien longtemps et dont on va entendre la personne qui s'en occupe et qui s'occupe aussi du plan maladies rares, Sylvie Audan. La Réunion, donc vous voyez, on s'étend très loin, ça c'est nouveau. Caen, qui prend son statut officiel, et Lille, qui va compléter le Tour de France. Donc tous ces centres sont des centres qui sont d'expertise, soit de compétences, soit de référence pour la prise en charge de la pathologie. Vous voyez que ça grossit. Alors, malgré le nombre de centres qui grossit, ça c'est le nombre de patients qu'on voit au centre de référence, vous voyez que le nombre de patients qu'on voit augmente. Ce qui veut dire que, plus que de se faire compétition, tous ces gens-là, ils permettent à plus de gens d'être vus, à plus d'endroits, et que donc on reconnaît plus le syndrome de Marfan qu'on ne le faisait avant. C'est un des progrès du plan maladies rares. L'organisation pluridisciplinaire vers laquelle on tend, et on arrive, donc nous, au centre de référence et de plus en plus dans les autres centres, vous voyez qu'elle est assez complexe, avec bien sûr le patient au centre, hein, on est d'accord. On commence par accueillir les gens, on est d'accord aussi. Ensuite, il y a une part de génétique, il y a une part de cardiologie avec ECG échographie, il y a une part de rhumatologie avec des radiographies et l'ostéodensitométrie éventuellement. Le rhumatologue peut être changé pour le pédiatre, alors ça c'est l'organisation qu'on a à Paris. Un ophtalmologue qui est quelquefois difficile à trouver, hein, avec un examen qui est pourtant important. Et puis une assistante sociale qui a des problèmes sociaux qui sont associés, vous le savez, une psychologue qu'on essaye d'avoir et qu'on a souvent. Et puis on travaille en collaboration avec le laboratoire de génétique moléculaire et le service de radiologie. Et donc tout ce petit monde voit le patient. Et la semaine qui suit, on se réunit pour faire une réunion multidisciplinaire où tout le monde discute des patients ensemble. Et c'est ça, je pense, le progrès. C'est le fait que les gens se parlent et peuvent transmettre facilement les informations. Alors, grâce à ça aussi, grâce à cette organisation en centre de référence, on peut mettre en place des outils de recherche qui sont efficaces, avec la constitution de cohortes, donc de recherche clinique, des images qu'on peut stocker. Et par exemple, il y a un programme qui est en cours entre les différents centres de référence et de compétences à travers la France sur le scanner chez les gens qui ont des mutations FBN1. On peut stocker des biobanques, on fait de la recherche fondamentale, on s'assoit sur des hôpitaux qui ont d'autres spécialités, donc on interagit avec les cliniciens, et on s'assoit aussi on interagit avec des unités INSERM, et grâce à ça, on fait de la recherche
fondamentale, clinique. On va de la clinique à la recherche fondamentale et on revient. Je cite l'exemple d'une dame que j'avais vue quand j'étais interne, qui avait eu une grande douleur dans la poitrine et qui m'avait dit que sa mère avait fait une dissection aortique, qui s'est fait opérer en urgence. Elle avait une dissection aortique, on ne savait pas pourquoi, et on a rapporté le nouveau gène de cette, qui était responsable de sa pathologie chez cette dame il y a quelques années. Donc voilà, ça va vraiment du patient au laboratoire, et back to the patient, comme ils disent en anglais. Et les conséquences de ça, c'est que ça a des conséquences pratiques pour vous et pour nous. Et si vous regardez les recommandations de la Société européenne de cardiologie, qui c'est un petit peu la grande recommandation en cardiologie, qui sont même rejointes par d'autres institutions comme la... Hop là, alors là, j'ai fait un truc extraordinaire, qui ne devait pas être ce que je voulais faire. Hein. Voilà, donc je ne vais pas me servir du pointeur. Et comme d'autres, la European Cardiothoracic Surgery, l'association cardiothoracique de chirurgie, vous voyez qu'il y a des recommandations qui sont faites et que dans ces recommandations, il y a 5 références qui sont utilisées pour asseoir les recommandations et qui sont issues des travaux des hôpitaux français, des centres de référence et autres. Le seuil opératoire à 50 mm, le fait que dans d'autres types de mutations, on puisse modifier le seuil opératoire, le fait qu'on commence à individualiser les indications opératoires en fonction d'autres paramètres, et enfin, une façon de mesurer le diamètre aortique qui est bien précise, parce que le diamètre aortique, ça a l'air simple, hein, c'est un tuyau tout rond, mais en fait, c'est pas ça. Et donc, je vais m'éloigner du micro une seconde. Là, vous avez l'aorte, et quand on la coupe comme ça vous donne cette image-là, où vous voyez que ça n'est pas un cercle, et que donc, mesurer le diamètre d'un cercle, c'est pas si simple, et donc il faut standardiser ça, et donc grâce à des travaux qu'on a fait, on a pu standardiser ça au niveau européen. Voilà, donc ça a des conséquences, ce plan maladie rare, qui sont très bénéfiques, mais il y a encore quelques problèmes. Les conseillers en génétique n'ont pas de grille de salaire, c'est difficile d'avoir accès aux psychologues, et on voudrait développer la télémédecine, consultation, expertise, car le problème des maladies rares, c'est qu'elles sont rares, les gens ne peuvent pas se déplacer toujours. Voilà. Et il y a un problème majeur qui est le financement. Devinez qui vous entendez. Et donc notamment le financement des centres de compétences, qui eux ne sont pas financés du tout. Voilà. Deuxième dispositif qui est apparu, les filières. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ces filières? Les filières, nous on fait partie d'une filière qui s'appelle FAVA-Multi, donc qu'on coordonne, et qui est l'association de centres de référence. Donc il y a le centre de référence en bleu foncé, là, qui est le centre de référence Marfan, mais vous avez aussi le centre de référence Avance, qui s'occupe des fistules artério-veineuses. Vous avez le centre de référence maladies vasculaires rares, qui s'occupe du syndrome des lèvres dans l'os vasculaire. Et vous avez le centre de référence Randy Osler, qui se trouve à Lyon et qui est en rouge. Le point commun de tout ça, et c'est le bonhomme que vous avez, c'est une pathologie des vaisseaux. Donc c'est regrouper les gens qui s'occupent des pathologies des vaisseaux, des maladies rares des vaisseaux. Donc quel est l'intérêt de regrouper ces gens-là? C'est pas de prendre en charge les patients, puisque c'est le rôle des centres de référence, mais de coordonner la prise en charge et d'essayer de mutualiser les questions communes aux différents centres de référence d'une même filière. Alors, il y a des filières qui s'occupent, il y a 24 filières, il y en a qui s'occupent, par exemple, du retard mental, toutes s'occupent de la même chose, donc en fait, c'est facile de faire quelque chose harmonieux entre les gens. Là, nous, c'est un peu plus difficile parce que entre le Randy Osler et le Marfan, il y a des différences importantes. Mais bon, on se coordonne, on a Margot est là. Oui, il est Margot. Ah, ben Margot, météo. Margot est responsable de cette affaire-là. Elle est tout au fond, elle, donc elle ne veut pas se lever, visiblement. Mais si vous avez des questions sur les filières, c'est à elle qu'il faut la poser, parce que c'est elle qui est responsable de la filière. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle coordonne, elle envoie des mails à droite à gauche auxquels on ne répond pas. Elle appelle les gens, elle se déplace pour voir les gens, pour essayer de les mobiliser et de faire qu'on coopère. Alors, à quoi ça sert de coopérer? Ça sert, par exemple, à faire des cartes comme celle-là, de prise en charge des patients qui ont des maladies rares dans des situations fréquentes. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est quelqu'un qui a un syndrome de Marfan, qui va avoir une anesthésie. L'anesthésiste ne connaît pas le syndrome de Marfan. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? En quoi est-ce que ça va changer sa prise en charge? Donc il y a comme ça plein de fiches qui ont été faites avec différentes situations auxquelles vous pouvez avoir accès à l'intermédiaire du site de la filière qui s'appelle favamulti.fr, puisque c'est la filière FAVA-Multi.
Vous avez le site, un lien normalement à partir du site marfan.fr, qui est le site de centre de référence, vers le site de la filière Fava Multi. Et ça vous donne accès à un certain nombre d'informations. Donc ces fiches que vous pouvez télécharger, mais aussi d'autres actions. On a essayé de coopérer avec la Fondation Maladies Rares. Donc on a fait un dépôt de projet sciences humaines et sociales avec l'association. On a été boulé. Bon, ça arrive au meilleur, hein, la preuve. Mais par contre, on a été contacté par l'association, par la Fondation Maladies Rares hier pour essayer de faire ensemble un travail sur le coût des maladies rares non directement médicales, le coût induit. Donc j'ai commencé à en parler à Jean-Michel pour qu'on fasse ça ensemble avec l'utilisation des bases de données nationales qui sont maintenant ouvertes et puis un questionnaire. Donc on va reparler de ça. Donc ça va être une des associations, une des actions. On a fait des vidéos qui sont des vidéos pour expliquer les droits sociaux. Donc si vous n'avez pas accès à une assistante sociale, vous pouvez aller sur le site et avoir accès à ces vidéos qui vous expliquent un certain nombre de choses. Et on a un Tour de France qui a pour but de faire en sorte que les différents acteurs qui prennent en charge les patients, médicaux et non médicaux, se parlent. Finalement, plus ça va, plus ce que je trouve qui est difficile dans la vie, c'est de se parler. C'est vrai, hein. La communication, c'est la clé. Et donc la communication entre les différents acteurs qui s'occupent des patients, ils sont tous représentés sur ce schéma qu'on utilise dans nos réunions régionales, pour le coup, parce qu'on fait un Tour de France, afin que régionalement les gens se parlent et se connaissent, ceux qui s'occupent du transport, ceux qui s'occupent de la scolarisation, ceux qui s'occupent du travail, donc maintien au travail, choix de vie. Elles s'occupent du soin, les centres de référence, les centres de compétences, les MDPH, le handicap, etc. Il faut que tous ces gens-là se retrouvent. Et donc, on organise des journées pour ça. Donc, il y a eu différentes journées. On va avoir la 5e journée le 25 du mois prochain. Oui, c'est ça. À Lille. Non, en mai. Le 25 mai à Lille. Mais on a déjà tourné un petit peu pour que les gens se parlent. La première fois, on avait prévu une demi-journée à Lyon. Et les gens étaient tellement contents de se voir qu'ils sont restés toute la journée. Alors du coup, on est resté toute la journée dans les autres. Et là, on est en train de voir si on ne peut pas s'allier à l'Alliance pour pouvoir faire le vendredi les docteurs et le samedi les patients. Voilà. Et vous avez quelque chose à dire ? Voilà. Donc, c'est difficile, mais c'est possible. C'est ça que vous vouliez dire. Dernière organisation, donc organisation européenne, qui est la nouvelle European Reference Network. Alors on change de langage, on parle en anglais. Voilà, donc ça a été launch in Vilnius, ça a été donc lancé au mois de mars 2017, vous voyez que ce n'est pas très vieux. Il y a un certain nombre de réseaux européens qui sont représentés sur la droite, et vous retrouverez probablement des choses qui ressemblent beaucoup aux filières, notamment celle qui est marquée en bas, ou qui est marquée Vaskern, qui est le vasculeur ERN, et dont on s'occupe, et dans laquelle on est, et qui représente à peu près les mêmes pathologies que la filière, mais au niveau européen. Alors voilà, donc vous avez les différentes pathologies qui sont représentées, l'aorte, Marfan apparenté, vaisseau de taille moyenne avec les larmes dans l'os vasculaire, le rendu ossellaire, les autres anomalies vasculaires hors rendu ossellaire, donc les fistules artério-veineuses dont je vous ai parlé, et les vaisseaux lymphatiques qui sont aussi dans la filière. Donc en fait, c'est la déclinaison européenne de la filière. 1,3 million de patients au sein de l'Union européenne, pour ce qu'on sait aujourd'hui, mais vous avez vu avec la croissance des gens qu'on voit que plus on en voit, plus il y en a, et plus il y a de centres, et plus on en voit. Donc ça fait probablement plus que ça. Alors, ça commence, donc vous avez une carte de l'Europe, dans laquelle vous voyez la France, mais il n'y a pas que la France. Il y a les Anglais, qui font encore partie de l'Europe, donc qui sont avec nous, pour le moment. On espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible, donc on essaye de faire en sorte que... Mais il y a d'autres pays. Alors, il y a des pays qui sont représentés beaucoup. L'Italie, ils sont très, très représentés. Les Belges, ils sont très, très représentés. Les Néerlandais, ils sont très, très représentés. Il y en a qui ne sont pas représentés du tout, alors qu'ils sont très licites. C'est les Espagnols et puis tous les pays de l'Est, dans lesquels il y a probablement une des missions de l'ERN est de faire en sorte qu'on puisse permettre à ces gens d'avoir accès à la même qualité des soins que celle qui a été développée en France. Donc, comment est-ce que c'est prévu ? C'est organiser ce réseau européen en groupes de travail. Donc vous avez différents groupes de travail. Je ne sais pas si j'ai... Oui, si j'ai quand même ça. Donc Heritable Thoracic Aortic Disease, ça veut dire Marfan en anglais.
et Marfan est apparenté, on va dire, en anglais. Mais donc vous avez les différentes pathologies qu'on voit. Vous avez un groupe de patients qui est au centre de tout ça et qui interagit avec tout le monde. Et puis vous avez des groupes transversaux, registres, e-health, training and education, ethics, dont s'occupe Romain, qui va vous parler tout à l'heure, communication working group, voilà. Et donc ça, c'est centralisé, puisqu'il faut une organisation à Paris, mais le but est de s'occuper de ça à travers l'Europe, partout. Et on a du travail qu'on s'est donné, et le travail qu'on s'est donné, c'est des work packages, c'est comme ça qu'on dit en européen. Quand on travaille, on a des deliverables et des work packages. C'est les mots magiques. Donc si vous n'utilisez pas ça, vous êtes mort. Donc on utilise ça, donc on est vivant. Et le premier que vous voyez, c'est le CPMS. Alors je vous demande, qu'est-ce que c'est que le CPMS? C'est à ça que ça sert, normalement. C'est le truc qu'ils mettent en avant. C'est le Clinical Patient Management System. Ça veut dire le système de télémédecine qui permet de discuter entre spécialistes de différents pays des cas difficiles. Donc c'est ça la justification mise en avant par l'Europe, essentielle de ces réseaux européens. Et donc il y a eu un questionnaire pour savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, et comment on allait l'utiliser. Et devinez comment a répondu la France. Qu'on avait tout ce qu'il nous fallait, et que donc on risquait de ne pas l'utiliser très souvent. Et je pense que c'est vrai. Mais par contre, on va les utiliser parce qu'ils vont nous demander. Voilà. Donc, mais grâce à ça, on espère pouvoir s'étendre vers l'Europe de l'Est, notamment bien. Ensuite, on a des patient pathways, donc ce sont des façons de prendre en charge les patients qu'on essaie de définir et de standardiser pour qu'on puisse faire la même chose à travers l'Europe et donc donner des arguments aux gens qui veulent s'occuper des pathologies pour avoir les moyens de prendre et de suivre les standards. Et puis, on a des tas d'autres choses, des pills of knowledge, des études cliniques, voilà. Bon, enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus. Voilà, c'est l'année Patient Pathway. Je voulais juste vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc, qu'est-ce que vous avez comme symptômes? En fonction de ce que vous avez comme symptômes, qu'est-ce que doit vous faire comme examen? En fonction du résultat de l'examen, dans quoi est-ce qu'on vous classe comme catégorie? Et quand est-ce qu'on fait la biologie moléculaire? Quel est le diagnostic qu'on a à la fin? Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Et tout ça dans un délai qui, normalement, est limité dans le temps. Donc tous ces paramètres-là sont des paramètres qui peuvent être suivis pour faire des critères de qualité de prise en charge. Et donc le RN peut servir à ça. Alors c'est financé, tous ces trucs-là, évidemment. Donc c'est financé par l'Europe. Alors ça, c'est aussi une des nouvelles particularités de l'Europe. Enfin, pas des nouvelles particularités, mais l'Europe a une particularité, c'est que si vous avez besoin d'acheter un truc à 100, elle vous donne 60. Voilà. Et vous trouvez les 40. Donc c'est un peu compliqué. Donc il nous a donné 200. Mais il fallait trouver 40% en plus. Donc pour les 40% en plus de la première année, on a été aidé par la DGOS, donc le ministère. La filière dont je viens de vous parler, qui avait été financée, a gracieusement donné de l'argent pour qu'on puisse réussir à participer et à mettre en place ce réseau. Et puis il y a un petit peu d'autres choses, l'assistance publique qui compte des salaires, etc. Enfin, je vous passe les montages, mais il y a un vrai problème là de cofinancement. Donc ça, c'est les limites de cette affaire. C'est que chaque fois qu'on nous donne 200, il faut qu'on trouve 130. Donc voilà, 130 en France aujourd'hui, pour trouver 130, il faut quand même travailler. Hein. Alors, ce qu'on veut faire, c'est l'étendre à toute l'Europe, bien sûr, et encore une fois, télé, médecine, consultation, expertise, je pense que c'est fondamental. Le CPMS que mettent en place les Européens, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne très vite, très bien, et que ce soit suffisant. Donc on a des conférences téléphoniques. Tous ces groupes de travail dont je vous ai parlé se réunissent une fois par mois. Donc je crois que on a compté, ça fait 8 téléconférences par mois. Enfin bon, il y a du boulot, quoi. Alors la conclusion sur l'organisation, c'était quelque chose qu'on avait demandé pour RER 2017. Et donc on avait demandé l'avis de quelqu'un impliqué. C'était des progrès majeurs réalisés dans la prise en charge en France. Et je pense que c'est vrai, on a fait vraiment beaucoup de projets, de progrès. Du fait de la rapidité de la prise en charge, le temps d'errance a beaucoup diminué, la qualité de la prise en charge a bien augmenté. Le bénéfice pour le patient se voit en espérance de vie et en qualité de vie. En espérance de vie parce qu'on fait les diagnostics plus tôt, on fait des dépistages, et en qualité de vie parce que je pense notamment au progrès de la chirurgie avec les plasties de l'aorte ascendante qui permettent de conserver les valves et qui sont un des progrès. On a des bases de données de taille suffisante et vous avez vu que ça a des répercussions. On a un esprit de coopération particulier, maladies rares, et ça aussi je crois que c'est vrai. Dans le monde des maladies rares, les gens qui sont impliqués croient à ce qu'ils font beaucoup.
soit parce qu'ils sont directement impliqués, soit parce qu'ils sont indirectement impliqués, soit parce que ça correspond à leur idéal. En tous les cas, il y a plus que l'argent qui joue. Et ce qui reste à faire, bien sûr, c'est financer tous les acteurs, centres de compétences, les centres européens qui sont aussi non financés, les statuts des conseillers en génétique, le travail en réseau télémédecine et tellement d'autres choses encore à faire. Et alors, dans les autres choses à faire, je voulais vous dire un mot de science. Je ne sais plus si j'ai largement dépassé mon temps. J'ai largement 5 minutes. Bon, donc j'ai largement dépassé, ça veut dire. Juste pour dire que un des paramètres fondamentaux dans toutes ces pathologies aortiques, heritable thoracic aortic disease, vous voyez, quand on a touché à l'anglais, on ne l'abandonne plus, c'est que c'est très variable. Et donc vous avez des formes syndromiques avec des syndromes importants, et puis des formes non syndromiques où vous ne voyez rien. Et quelquefois, c'est la même mutation qui est en cause. Autrement dit, il y a une variabilité absolument incroyable. Qui est illustré ici, et que j'illustre ici d'une autre façon, qui est de vous représenter le diamètre de l'aorte en fonction de l'âge. Alors, vous avez ici l'âge, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et le degré de dilatation de l'aorte, plus on est vers le haut, plus on est dilaté. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont très dilatés très tôt, et des gens qui ne sont pas dilatés très tard. Et voilà, a priori, c'est la même mutation, c'est tous des mutations dans le gène de la fibrilline, donc c'est quelque chose qui est énorme. Donc alors, comment est-ce qu'on explique cette variabilité? Et donc là, je me lance dans une petite tentative d'explication de quelque chose, qui est peut-être un petit peu ambitieuse, mais je parle sous contrôle de diverses personnes, donc je vois Mélodie est là, donc elle me corrigera si ça ne va pas. Vous avez représenté ici, là, une ligne avec des tas de lettres qui correspond à l'ADN. Oh, il y a Catherine qui arrive, elle me corrigera encore mieux aussi. Donc, vous avez cet ADN qui code pour un certain nombre de choses et qui code pour des protéines, notamment, par exemple, ici, vous avez le gène de la fibrilline. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que cette même mutation, une mutation dans le même gène peut entraîner des formes plus ou moins sévères? On peut expliquer, d'abord parce que la même maladie peut relever différents gènes. C'est ce qu'on avait trouvé, là, quand on avait étudié la première famille, il y a bien longtemps, on avait trouvé que le gène du TGF-bêta R2 était en cause dans ce qu'on croyait être un syndrome de Marfan. Donc la variabilité est liée, dans ce cas-là, à un différent gène. Mais là, si on prend une population qui a que la fibrilline de type 1, on s'affranchit de ce problème. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire qu'il y a une relation génotype-phénotype, c'est-à-dire que si vous changez le F de fibrilline en G, ça va vous donner quelque chose qui est moins grave que si vous changez, ou plus grave que si vous changez le E en E accent, par exemple. Ce type de mutation peut avoir un impact sur la sévérité de la pathologie. Mais en fait, il n'y en a pas tellement. Il n'y a que la relation génotype-phénotype est associée avec le syndrome néonatal, mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de relation génotype-phénotype qu'on trouve. Alors après, on peut se dire, certes, si je mets le F en G, ça me fait un syndrome de Marfan, mais si en plus j'ai le E avec un accent, à ce moment-là, ça va être une forme plus grave. Autrement dit, il y a un variant associé à la mutation qui est la cause de la maladie. Et donc, ça pourrait être une explication, mais en fait, dans les différentes études qui ont été faites à visée diagnostique dans la population, il n'a pas été mis en évidence toutes ces variations à l'intérieur du gène qui pouvaient expliquer la variabilité. Et donc on en reste avec des modificateurs qui sont en fait des variations ailleurs, donc qui sont représentés ici, là, autre gène, un autre endroit, ça peut être un gène ou autre chose, qui va être différent, et cette différence ailleurs va être responsable de la variabilité du syndrome de Marfan, mais on ne sait pas très bien où c'est, et ça peut être quelque chose de fréquent, ou ça peut être quelque chose de rare, et ça peut être l'association de variations fréquentes, ou ça peut être l'association de variations rares, ou de rares avec les fréquents. Enfin, voilà. Donc il y a du boulot. Hein, vous avez compris. Donc ça s'appelle la variabilité, en termes techniques, d'après ce que j'ai compris. La deuxième chose sur laquelle on a encore du travail à faire, c'est là-dessus. C'est-à-dire que là, vous avez les formes familiales d'anévrisme de l'aorte ascendante, et vous voyez un camembert qui vous dit qu'on a trouvé, alors on n'est pas dans le Marfan stricto sensu, on est dans les formes familiales d'anévrisme de l'aorte ascendante, dont vous voyez que certaines de ces formes familiales sont en rapport avec une mutation dans le gène de la fibrilline de type 1. Voilà. Mais ça peut être d'autres gènes. C'est tous les autres gènes qu'on a trouvés et tous les gènes qu'on trouve. Et on en trouve régulièrement. On en a trouvé 5 au cours des 5 dernières années ou quelque chose comme ça dans le laboratoire. Mais il y en a encore beaucoup à trouver, puisque vous voyez que tout ça, 69%, c'est le boulot qui reste. On en a trouvé beaucoup.
tout ce qui n'est pas bleu, voilà, c'est ce qu'on a déjà trouvé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.